Bon, salut à tous, bienvenue ici dans mon cours de physique terminale. Donc, pour rappel, nos vidéos sont dédiées aux élèves en classe d'examen, c'est-à-dire des élèves en classe de troisième et, et classe de terminale, et aussi aux étudiants en génie civil, et surtout les étudiants qui sont intéressés à la géotechnique. Voilà. Donc, quelle qu'en soit votre origine, euh, et si vous êtes Et parmi ceux que je viens de citer, les élèves en classe d'examen et étudiants en génie civil, nous sommes là pour vous et envoyez-nous vos exercices que vous n'arrivez pas à traiter. On va essayer de vous aider. Donc ça, c'était juste pour rappel. Donc, cette vidéo, c'est pour continuer notre cours de physique-chimie niveau terminal. Donc, aujourd'hui, c'est le chapitre sur les lois du mouvement de Newton. Donc, on fait les cours et aussi des exercices. Donc, pour avoir plus, donc je vous invite à vous abonner et partager avec vos amis aussi. OK. Donc, les lois du mouvement de Newton. Donc, on va aller d'abord avec la première loi. Il y a trois lois du mouvement que Newton a définies. Ces trois lois-là, souvent on vous demande même en question de cours de d'énoncer les trois lois de Newton dans un exercice. Donc, la première loi de Newton, qu'on appelle ici le principe de l'inertie, il y a des référentiels. Donc, vous savez qu'en physique, on étudie souvent les objets dans des référentiels. Voilà. Donc, il y a des référentiels qu'on appelle référentiels galiléens ou d'inertie. Dans ces référentiels-là, tout particule ou tout objet isolé est soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc, quand on vous dit que le référentiel est galiléen, directement dans la tête, ça veut dire que l'objet étudié soit au repos, soit à une vitesse uniforme et, pardon, un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire vitesse uniforme et mouvement rectiligne. C'est ce que ça veut dire. Donc, animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc, dans ces référentiels galiléens-là, selon la définition qu'on vient de donner, si on additionne les forces extérieures qui sont soumises à un solide qui est isolé ou isolé, l'ensemble des forces là égale à zéro. Donc, dans un référentiel galiléen, lorsqu'un solide est isolé ou pseudo-isolé, c'est-à-dire l'ensemble des forces là égale à zéro, son centre d'inertie G, soit à une vitesse nulle, ou soit à une vitesse constante. C'est ce que ça veut dire. Donc, soit G, VG est zéro, le centre d'énergie là, soit VG est une constante. La vitesse du centre d'énergie est constante. Donc, c'est les deux qu'il faut retenir ici. OK. Donc, ça, c'est le premier principe, la première loi de Newton, qui est le principe d'inertie. Donc, nous allons passer à la deuxième loi. Il n'y a que trois lois. Deuxième loi de Newton, cette loi-là, c'est le principe fondamental de la dynamique. Et à partir de maintenant, je pense que vous allez utiliser cette loi-là presque dans tous vos exercices en physique. Disons, tous les exercices
dans, dans la dynamique, bon, dans la mécanique, j'allais dire. Parce que la physique, niveau terminal, est divisée en différentes parties. Il y a la mécanique, il y a l'électricité, voilà. Donc, la partie mécanique, là, qui parle des mouvements des objets et autres, là, vous allez toujours avoir besoin de, de cette deuxième loi de Newton, du principe fondamental de la dynamique. Donc, cette loi dit que, relativement à un référentiel galiléen, la somme des forces appliquées à une particule est égale au produit de sa masse multiplié par et son accélération. Donc, ça veut dire que si vous additionnez toutes les forces qui agissent sur votre particule, là, votre sujet d'étude, la somme des forces là, égale à la masse multipliée par l'accélération. L'accélération, vous avez déjà vu qu'est-ce que c'est et comment on calcule et dans les chapitres précédents. Donc, dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle aussi des forces extérieures appliquées au système matériel est égale au produit de sa masse qu'on multiplie, produit de sa masse et de l'accélération de son centre d'inertie. Donc, le vecteur accélération. Ici, on parle que des forces extérieures. Les forces intérieures, là, ça ne nous intéresse pas. Ok, cette relation-là, appelée relation fondamentale de la dynamique, n'est valable que dans un référentiel galiléen. Voilà pourquoi on a défini les référentiels galiléens dès le départ. Donc ça, c'était la deuxième loi. Troisième loi maintenant. Troisième loi de Newton, le principe des actions réciproques. La réciprocité. Donc, lorsqu'un corps A, un corps 1 exerce sur un corps 2 une action mécanique qui est une force, qu'on va représenter ici F1,2. Ça veut dire que le corps 1 exerce une force sur le corps 2. Qu'on peut localiser, la force là est appliquée en un point, on va dire B par exemple. Localisable en un point B. Le corps D là aussi, réciproquement, va exercer sur le corps 1 une action mécanique qu'on va représenter ici F de D sur 1 qui est localisé en A. Donc, les deux forces là, ce qui les caractérise, c'est qu'elles ont un sens opposé. Mais en termes de module, ces deux forces sont les mêmes. C'est-à-dire, elles sont opposées. Donc, ça veut dire que quand on n'a pas les flèches, ces deux forces-là, en termes de normes, elles sont égales, mais des sens opposés, tout simplement. Les sens là, les deux forces sont opposées. Donc, et je prends un exemple et on remarque ici, par exemple, le principe fondamental de la dynamique ici s'applique aux solides ponctuels, tandis que le théorème du centre d'inertie s'applique au système matériel. Solide ponctuel, système matériel. Donc, comme exercice d'application, donc ce cours-là est vraiment pas trop court. On a seulement 3 lois. Et ces lois-là, on a besoin de ça pour progresser dans les autres chapitres. Donc,
Ici, on vous donne, dans un repère autonomé, les équations paramétriques du mouvement d'un solide ponctuel de masse M égale à 50 grammes. Donc, paramétrique, ça veut dire que voilà, le mouvement se passe sur avec deux dimensions, X et puis Y. Donc, c'est pas seulement sur l'axe X ou bien uniquement sur l'axe Y. Donc, c'est ça on appelle paramétrie. On demande de déterminer l'équation cartésienne de sa trajectoire. Donc, quand vous avez ça, vous devez déterminer, par exemple, Y ou bien X, si vous voulez, X de t ou bien Y de t en fonction de X ou bien Y en fonction de X en fonction de Y ou Y en fonction de X. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, déterminer la résultante des forces extérieures appliquées à ces solides-là lors de son mouvement. Donc, pour la première question, donc ce que je disais, il faut exprimer X en fonction de Y ou Y en fonction de X. Donc, ici, dans la deuxième équation, ici, là, on peut tirer T dedans. On a Y égale à 3T. Donc, T va être égal à Y divisé par 3. Donc, c'est Y divisé par 3, là. On les remplace ici. Vous voyez que c'est T, non? Voilà. Les T, là, on les remplace par Y divisé par 3. Donc, on aura X égale à moins 2, c'est moins 2 là, multiplié par Y sur 3, le tout au carré. Donc, dans cette équation, on peut tirer Y qui est égal à 3 sur racine de moins X sur 2. Donc, l'équation, c'est ça l'équation aurait. Et l'équation cartésienne de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Donc, si vous voulez tracer la trajectoire, vous pouvez utiliser cette équation-là. Vous allez vous en sortir. Donc, en deuxième question, on demande la résultante des forces extérieures appliquées. Donc, on vient de dire que la somme des forces extérieures égale à la masse multipliée par accélération. Donc, nous, on ne connaît pas d'abord l'accélération. Mais la masse, elle est déjà connue. La masse égale à 20 et 50 grammes. Donc, pour avoir l'accélération, vecteur accélération, dans le chapitre précédent, vous avez vu que accélération est égale à la double dérivée de la position. Parce que accélération égale à la dérivée de la vitesse, et vitesse égale à la dérivée de l'accélération. Donc, on fait la double dérivée de l'accélération. Et pour avoir maintenant la norme de l'accélération, c'est comme dans les chapitres, les nombres complexes en mathématiques. La norme, là, ça fait x carré, ou bien c'est tout simplement le théorème de Pythagore. Hein. Voilà. L'hypoténuse égale à côté opposé là, au carré, plus côté adjacent au carré, quelque chose comme ça. Voilà. A carré plus B carré. Donc, pour avoir l'hypoténuse là, on fait la racine carrée. Donc, c'est tout simplement module du vecteur accélération là qu'on a calculé comme ça en faisant racine carrée. Donc, on dérive, on fait la double dérivée de la position x. Donc, si on dérive une fois, ça va donner quoi? Moins 4t. Encore on dérive, ça va donner moins 4. Donc, les moins 4 au carré là, c'est ça qu'on a mis ici, 4 au carré. Maintenant, pour la position y, si on dérive une fois, 3t, ça va donner 3. Ça, on obtient vitesse. Après, maintenant, on dérive encore une deuxième fois pour obtenir l'accélération. Donc, 3 dérivé de 3, qui est une constante, ça fait 0. Voilà pourquoi on a 0 ici. Donc, on a racine de 4 au carré plus 0.
Donc, racine de 4, tout simplement, et ça va faire 4 mètres par seconde. Donc, comme on a l'accélération maintenant, on multiplie l'accélération par la masse, qui est 50, pour avoir la force qui anime le mouvement. Donc, avec cette relation, vous pouvez avoir la force qui anime, la force extérieure qui pousse votre mobile là à se déplacer, votre solide ponctuel là à se déplacer. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce cours-là. Et c'est la fin aussi du chapitre. Donc, merci beaucoup. Il faut partager au maximum et s'il vous plaît, il faut vous abonner aussi. Et si vous voulez avoir plus. Parce que quand les examens vont s'approcher, et je pense que ça va beaucoup vous aider. Donc, si c'est, je vous dis merci beaucoup. On se voit la prochaine.